Bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 à la une, dans une demi-heure de votre édition nationale. Lourdes, sous très haute sécurité à la veille du pèlerinage du 15 août. Affluence record, environ 30 000 fidèles sont attendus. Mais d'abord, l'actualité en Île-de-France avec ce combat, celui d'une mère de famille qui a pris de la dépakine pendant sa grossesse. Ce médicament a été prescrit pendant des années aux femmes enceintes épileptiques. Problème, le Canard enchaîné révèle aujourd'hui que les risques de malformation pour le fœtus auraient déjà été connus à l'époque. Elle a plus de 40 ans et elle rassure ceux qui s'absentent de chez eux. L'opération Tranquillité Vacances, une précaution pour se préserver des cambriolages. Nous vous emmènerons en patrouille. Le Louvre à Villetaneuse, ce n'est pas un déménagement mais une opération cet été dans les centres de loisirs de Seine-Saint-Denis. Quand la culture vient aux enfants, reportage à la fin de ce journal. Et d'abord, a-t-on voulu camoufler les effets néfastes de la dépakine? C'est la question qui se pose après les révélations du Canard enchaîné. Malgré un rapport mettant en lumière sa dangerosité pendant la grossesse, le médicament produit par Sanofi aurait été prescrit à 10 000 femmes enceintes entre 2007 et 2014. Anaïs Anquet et Louise Simondet ont rencontré l'une d'entre elles. La vie d'Ingrid est rythmée par les problèmes de santé de ses enfants. Tous les 4 sont handicapés. La faute à la dépakine, un médicament anti-épileptique accusé de provoquer des malformations sur les fœtus. Pendant ses 4 grossesses, cette maman a pris ce traitement sans avoir été avertie des risques. Aujourd'hui, elle regrette. On culpabilise. Je me dis que c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai avalé ce comprimé, donc on a la sensation d'avoir empoisonné ses enfants. Comme pour cette francilienne, ce médicament aurait été prescrit à près de 10 000 femmes enceintes entre 2007 et 2011, alors que les dangers de la dépakine étaient déjà connus. C'est ce que révèle une récente étude de l'Agence du médicament. Mais selon le Canard enchaîné, les résultats de cette enquête auraient été soigneusement cachés aux familles par le ministère de la Santé. Si cette affirmation est formellement démentie par le gouvernement, les victimes, elles, dénoncent un manque d'informations. Je me dis comment il y a pu avoir encore un raté sur cette grossesse gémellaire. En plus, j'ai été quand même entourée par toute une équipe médicale. Ça a toujours été noté dans mes dossiers, la dépakine. On m'a toujours dit de la prendre, tout le temps. Même en 2009 ? Oui, on m'a toujours dit de la prendre, que c'était d'autant plus risqué que je l'arrête. Désormais, Ingrid, comme 250 autres mamans en Île-de-France, attend des réponses et des dédommagements. Et elle l'assure, elle sera présente lors de la rencontre prévue avec la ministre de la Santé le 24 août prochain. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets à l'idée de laisser leur maison pendant leur congé. Vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de la surveiller. C'est l'opération Tranquillité Vacances. Elle existe depuis plus de 40 ans. Illustration avec Morgane Prévost et Florie Castin. En l'absence des propriétaires partis en vacances, c'est la police nationale qui veille sur cette maison. On regarde tous les accès du pavillon. Notamment ici, tous les volets sont bien fermés. On regarde les différents points d'accès pour voir s'il n'y a pas de défraction. Ici, ça a l'air tout à fait normal. À Fontenay-sous-Bois, toute l'année, les forces de l'ordre surveillent de jour comme de nuit votre habitation si vous signalez votre absence. Ce boulanger a décidé de s'inscrire cette année. Il doit partir en vacances en Espagne dans quelques jours. C'est un souci en moins. Parce que là, pratiquement, les voisins ils sont partis en vacances. Et vu que c'est une boutique, quand c'est fermé, tout le monde sait que c'est fermé et que je suis en vacances, c'est plus problématique en fait. Les policiers reprennent leur patrouille. Ils contrôlent en moyenne une vingtaine d'habitations chaque jour. Enfin, quand ils peuvent y accéder. Donc on a essayé quand même de sonner à un appartement, mais personne ne répond. Donc là, on se retrouve devant la porte d'entrée, mais on ne peut pas vérifier. Enfin, devant le hall d'entrée, mais on ne peut pas vérifier l'accès à l'appartement de la personne qui a demandé l'OTV. L'Île-de-France fait partie des régions les plus touchées par les cambriolages. Dans cette commune, le système semble malgré tout faire ses preuves. On a remarqué donc une quasi-absence de cambriolage sur les personnes qui nous avaient signalé leur absence au préalable au commissariat. À Fontenay-sous-Bois, 184 personnes se sont inscrites à l'opération Tranquillité Vacances depuis le 1er juillet. Quelles sont les destinations préférées des Franciliens pour les vacances? Les habitants de notre région ont changé leurs habitudes de voyage. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce reportage de Johan Dorion et Olivier Badin. Cet été, oubliez la chaleur des pays du Sud, la destination tendance,
C'est le Grand Nord. Dans cette agence de voyage, l'Islande et la Scandinavie ont connu une augmentation des réservations de plus de 20%. C'est notamment le cas de ce jeune homme venu se renseigner sur la Norvège. J'avais juste envie avec ma compagne de tester le froid, de partir en voyage sur une autre destination totalement autre chose. De faire du chien de traîneau, c'est pas des choses que j'ai faites. On a visité les lagons, on était à faire du snorkeling dans les coraux, c'était pas du tout la même chose. C'est juste pour essayer de découvrir autre chose. Le boom étonnant de cette destination s'explique entre autres par les événements géopolitiques actuels. Les pays touchés par des attentats ou la crise des migrants ont tous subi des baisses spectaculaires de fréquentation. Les Franciliens ont donc boudé la Turquie, la Grèce ou les pays du Maghreb pour des destinations plus sûres. On est sur une clientèle, je pense aussi beaucoup familles, donc qui ont envie du coup de passer de bonnes vacances, sécures, etc. Donc qui se reportent du coup sur des voyages plus sur mesure, plus encadrés, plus organisés et du coup beaucoup plus sûrs pour leur famille en fait. Les destinations lointaines et calmes ont ainsi été privilégiées. C'est le cas du Canada, de l'Afrique du Sud et de certains pays asiatiques. Ce phénomène de société inquiète les pouvoirs publics, notamment la préfecture du Val d'Oise. Elle met en garde aujourd'hui contre la chasse aux Pokémon au volant. L'application mobile est en effet à l'origine d'accidents de la route. Dès demain, vous pourrez lire ce nouveau message sur les panneaux lumineux des autoroutes A15 et A115. Celui qui conduit ne joue pas. Près de 5000 scouts venus de toute l'Europe campent en ce moment dans la région. Un rassemblement qui n'a lieu que tous les 3 ans et pour la première fois en France. Ça se passe à Janville, dans les Yvelines, pendant 5 jours. Geneviève Faure et Veit Blumluber. Toute la journée, leurs arrivées se sont succédées. Venus du Portugal, d'Espagne, de Norvège, de France ou d'ailleurs, 4500 jeunes aux couleurs de l'Europe et aux couleurs du scoutisme. Avant de planter la tente dans le parc du château de Janville, les jeunes scouts ont passé une semaine dans différents endroits de France. Un besoin d'être ensemble au-delà des frontières et au-delà même des religions. Luca vient de Udine en Italie et son groupe est multiconfessionnel. Notre groupe est principalement catholique car on vient d'Italie, mais certains sont de confessions différentes et aussi d'autres qui ne croient pas. C'est bien aussi car ça n'empêche pas de faire du scoutisme. La Fédération du scoutisme français rassemble laïcs, protestants, catholiques, israélites et musulmans. Dans un autre groupe, 2 réfugiés ont été invités à partager ces journées, comme Adama, venu de Côte d'Ivoire. Ça me fait énormément du bien parce que là, j'oublie les soucis. Et là, avec les rencontres comme ça, et là, c'est comme si je suis en train de recommencer une nouvelle vie. Et je rencontre des jeunes. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la jeunesse s'était déplacé aujourd'hui dans les Yvelines pour rencontrer ces jeunes scouts. En venant ici aujourd'hui, mon message aux jeunes, c'est qu'on a besoin d'eux. C'est ensemble qu'ils feront face aux extrémismes montants, aux menaces liées au changement climatique et à beaucoup d'autres menaces. La cérémonie de clôture devait se dérouler dimanche au Champ de Mars à Paris, mais pour des raisons de sécurité, c'est à Janville que la fête se terminera. Il est temps de passer à notre page JO. Jean-Philippe Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Comme tous les soirs, vous nous avez rejoints pour faire le point sur les athlètes franciliens à Rio. Et on va parler du programme de demain avec, pour commencer, du judo. Et honneur aux dames, Séverine. On retrouvera sur le tatami de Rio en moins de 78 kilos Audrey Cheméo de Villemomble, qui a été médaillée de bronze aux Jeux de Londres. Et puis chez les garçons, on suivra Cyril Marais de Levallois en moins de 100 kilos. Cyril Marais a notamment remporté cette année le tournoi de Paris. C'est une sacrée référence. Un mot d'escrime ? Oui, l'escrime avec l'épée au féminin, avec notamment l'occasion de suivre 2 franciliennes, Laurent Ramby de l'AS Bondy qui a fini 4e en individuel et une autre francilienne fait partie de cette équipe de France, il s'agit de Marie-Florence Candassamy. Merci Jean-Philippe Lemaire, on vous retrouve demain. Et parmi les athlètes franciliens que vous avez rencontrés avant leur départ pour Rio, il y a du tir à la carabine. Valérian Sauvplane a échoué lundi à 10 mètres, mais aura une nouvelle chance dimanche sur 50 mètres. C'est un portrait que vous avez signé avec Gilles Bezou. Valérian Sauvplane, équipe de France de tir, objectif Rio. Pour la 3e fois, Valérian va disputer une Olympiade. Les Jeux Olympiques permettent de mettre sous les projecteurs le tir, une discipline peu médiatisée qui nécessite une alchimie entre le tireur et son arme, ici, une carabine 22 long rifle.
faut une certaine maîtrise de soi, une certaine concentration, une certaine stabilité, reproduction de la position et ainsi de suite. Après, la difficulté, c'est de refaire le coup d'après et d'enchaîner les 10. L'an dernier, il a remporté la médaille d'or aux Jeux européens en tir à la carabine à 50 mètres, 3 positions. En tant qu'athlète de haut niveau, son emploi ici à l'INSEP lui permet de se consacrer pleinement à sa préparation. Je suis prof de sport, professeur de sport avec un détachement prévu pour les sportifs de haut niveau. Donc je suis sur un contrat INSEP qu'on appelle, et ce qui me permet effectivement d'avoir un certain détachement. J'ai quelques missions pour la fédération, mais j'ai surtout un détachement qui me permet de m'entraîner et de partir en compétition. Et c'est à 16 ans que tu as décroché ton premier titre international, vice-champion d'Europe junior aux 3 positions. Ce jour-là, entre 2 entraînements, il participe à une émission sur le plateau d'INSEP TV, l'occasion de parler de son sport, mais pas seulement. De temps en temps, il faut aussi savoir être un petit peu en off pour savoir s'amuser. Et puis effectivement, c'est une parenthèse qui est plutôt sympa. Voilà, tu prends le temps, là, comme ça, ok. Respire tranquillement, relâche la ligne des épaules. Je lui souhaite le meilleur, il a tout ce qu'il faut, il a tous les atouts en main. Ils vont être, je sais pas, 60, 70 tireurs alignés, on va prendre les 8 premiers. Et ensuite, tout est jouable sur la finale, donc on peut tout suivre en direct. Et puis, il faudra jamais rien lâcher, parce qu'à l'arrivée, entre le premier et le deuxième, il peut y avoir un 10e d'écart. Valérian a donc rendez-vous avec ces Jeux Olympiques qui font tant rêver tous les sportifs. S'il y a une compétition à gagner, c'est les Jeux, ça c'est certain. Et là, vos atouts ? Je dirais mon expérience et puis peut-être un petit peu ma sagesse. Maintenant, à 35 ans, je vois les choses un petit peu différemment qu'auparavant. Donc peut-être que mon atout il va se situer à ce niveau-là. Valérian Sauveplan a fixé son objectif et il va tout faire pour l'atteindre. 40 000 spectateurs, c'est le nombre de personnes qui ont participé à Paris Quartier d'été, un festival qui a animé la capitale pendant 3 semaines avec des concerts, des spectacles et des installations artistiques. Et puis, la culture, ça ne se passe pas qu'à Paris. Le Louvre se déplace cet été en banlieue à la rencontre des enfants de 5 villes de Seine-Saint-Denis. En jouant, ils découvrent l'un des plus grands musées du monde. Frédéric Ovas et François Desraux. Un après-midi au Louvre sans quitter son quartier, c'est le programme de ces enfants de Pierrefitte de 6 à 10 ans. Et ça commence par le jeu. Une intervenante les invite à construire un mini-musée en expliquant les règles, comme on ne touche pas aux statues, mais aussi les astuces pour mettre en valeur les œuvres. Un parcours ludique pour ces bambins qui ne sont jamais allés dans un musée. C'est bien parce que c'est très important de connaître tout ce qu'on ne connaissait pas. Un musée, c'est quand il y a plein d'œuvres d'art, des statues, des tableaux. Il y a des gens qui viennent les voir, il y en a qui refont leurs portraits, il y en a qui regardent, il y en a aussi qui prennent des photos. Tu peux voir des tableaux que toi-même tu as envie de dessiner la même chose, mais tu n'y arrives pas en fait. Très vite, les enfants s'approprient très spontanément l'espace avec beaucoup d'humour et de candeur. Pour le Louvre, délocaliser de telles animations, c'est une première, alors ça se prépare. C'est le résultat d'un comité de pilotage de 6 mois de travail, de consultation avec des experts du jeu, avec des ludothécaires, avec des professionnels de l'animation de 5 villes du département qui nous ont accompagnés dans ce travail pour qu'on propose une offre où les enfants prennent véritablement du plaisir sur le temps des vacances scolaires. Quand on n'a pas les codes pour comprendre, c'est pas toujours simple de passer la porte d'un musée ou d'un théâtre. Et donc oui, il fallait à travers cette action que le Louvre vienne sur place, vienne rencontrer les jeunes, vienne leur expliquer, éveiller les regards. Et après le 15 août, ce sera match retour pour ces enfants de Seine-Saint-Denis. Ce sont eux qui iront au musée, mais à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition des locales et l'information nationale présentée par Virna Saki. Excellente soirée. À demain pour le 12-13.